Définition initiale du comportement instinctif. Le comportement instinctif peut être défini, dans un premier temps, comme un ensemble de conduites qui apparaissent de façon relativement régulière chez les membres d'une espèce, qui ne dépendent pas entièrement d'un apprentissage individuel et qui contribuent à la survie, à la protection, à la reproduction ou à l'adaptation de l'organisme à son environnement. Cette définition reste volontairement générale. Elle permet d'identifier une catégorie de comportements qui semble avoir une base biologique, sans supposer qu'ils soient entièrement innés, fixes, automatiques ou indépendants de l'expérience. Le comportement instinctif ne correspond pas nécessairement à une action simple, isolée ou stéréotypée. Le comportement instinctif peut prendre la forme d'une organisation complexe de conduite, mobilisant la perception, l'émotion, la motricité, l'orientation vers un but, la mémoire des expériences antérieures et la réponse à des signaux de l'environnement. Un comportement instinctif se reconnaît donc moins à son caractère mécanique qu'à sa fonction et à son organisation. Il est typiquement activé dans certaines conditions, orienté vers un résultat spécifique, modulé par l'état de l'organisme, influencé par le contexte, et terminé lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, une conduite de fuite, de recherche de nourriture, de soins parental, d'exploration ou de recherche de proximité ne se réduit pas à une réaction isolée. Elle implique un système organisé permettant à l'individu de répondre à une situation significative. Dans cette perspective, le comportement instinctif désigne une conduite biologiquement préparée, mais non pas rigidement prédéterminée. Il s'agit d'un comportement dont l'existence et la forme générale sont liées à l'histoire évolutive de l'espèce, mais dont l'expression concrète dépend du développement individuel, des apprentissages, des interactions et des conditions présentes au moment opportun. Il existe donc une articulation constante entre l'équipement biologique de l'organisme et l'environnement dans lequel cet équipement s'actualise. Le caractère instinctif d'un comportement ne signifie pas que celui-ci soit dépourvu de plasticité. Au contraire, de nombreux comportements biologiquement fondés nécessitent des ajustements fins. La recherche d'une figure protectrice, la reconnaissance d'un partenaire, l'évitement d'un danger ou l'exploration d'un environnement inconnu suppose que l'individu puisse sélectionner des informations pertinentes, modifier son action, apprendre de l'expérience et adapter ses réponses aux circonstances. Le comportement instinctif doit donc être pensé comme une organisation dynamique et non pas comme un automatisme fixe. Cette définition initiale conduit à distinguer plusieurs niveaux. Il existe un niveau biologique qui renvoie aux dispositions propres à l'espèce. Il existe un niveau comportemental qui concerne les conduites observables. Il existe un niveau motivationnel qui concerne l'activation, l'intensité et la direction de l'action. Il existe un niveau émotionnel qui accompagne et module la conduite. Il existe enfin un niveau relationnel particulièrement important chez les espèces sociales, dans lesquelles de nombreux comportements instinctifs prennent sens à l'intérieur d'interactions avec d'autres individus. Le comportement instinctif n'est donc pas seulement un comportement qui vient de l'intérieur. Il n'est pas non plus seulement une réponse à une stimulation extérieure. Il résulte d'une interaction entre un organisme préparé à répondre à certaines classes de situations
et un environnement qui fournit des signaux, des obstacles, des ressources ou des partenaires. Cette interaction permet de comprendre pourquoi un même système comportemental peut produire des conduites différentes selon les circonstances, tout en conservant une fonction identifiable. Les difficultés liées au terme d'instinct. Le terme d'instinct pose d'importantes difficultés théoriques. Il est ancien, chargé d'usages multiples et souvent employé pour désigner des réalités très différentes. Dans le langage courant, il peut évoquer une impulsion obscure, une tendance irrationnelle, une intuition immédiate ou un comportement automatique. Dans les théories psychologiques et biologiques, il a parfois désigné une force interne, parfois un programme inné, parfois une séquence motrice fixe, parfois une disposition générale à agir d'une certaine manière. Cette multiplicité d'usages rend le terme ambigu. Lorsqu'un comportement est qualifié d'instinctif, il n'est pas toujours clair si l'on veut dire qu'il est inné, universel, automatique, non appris, biologiquement utile, irrépressible, inconscient ou simplement fréquent chez une espèce. Or, ces significations ne se recouvrent pas nécessairement. Un comportement peut avoir une base biologique tout en nécessitant un apprentissage. Il peut être très répandu sans être absolument universel. Il peut être orienté vers une fonction adaptative sans être rigide. Il peut être fortement motivé sans être irrépressible. Une autre difficulté tient à l'opposition traditionnelle entre l'inné et l'acquis. Le terme d'instinct a souvent été utilisé comme s'il désignait des conduites entièrement données dès la naissance, indépendantes de toute expérience. Cette opposition est trop simple. Le développement du comportement montre que les dispositions biologiques s'actualisent toujours dans un milieu. Même les conduites les plus précoces dépendent d'un équipement sensoriel et moteur en maturation, d'un environnement suffisamment adéquat, de stimulation spécifique et d'interactions répétées. Inversement, l'apprentissage ne se produit jamais dans un organisme neutre. Il s'appuie sur des prédispositions, des sensibilités sélectives et des formes d'organisation propres à l'espèce. Le terme d'instinct risque également de donner l'impression que le comportement serait toujours uniforme. Or, les conduites dites instinctives présentent souvent une grande variabilité. Elles varient selon l'âge, l'état interne, les expériences antérieures, la disponibilité des objets ou des personnes, la présence d'un danger, la familiarité du contexte et les réponses de l'entourage. La conduite d'un jeune enfant envers une figure protectrice, par exemple, peut varier selon qu'il est reposé ou fatigué, rassuré ou alarmé, en terrain familier ou inconnu, auprès d'une personne disponible ou indisponible. Cette variabilité n'abolit pas l'existence d'un système comportemental, elle en montre au contraire la souplesse. Le mot instinct peut ainsi conduire à confondre description et explication. Dire qu'un comportement est instinctif ne suffit pas à expliquer comment il est déclenché, comment il est organisé, pourquoi il prend telle forme, comment il se modifie avec l'âge, ni quelle fonction il remplit. Une véritable explication doit préciser les conditions d'activation, les mécanismes de régulation, les informations utilisées par l'organisme, les effets de l'apprentissage, les relations avec les autres systèmes comportementaux et les conséquences adaptatives de la conduite. Une difficulté supplémentaire vient de l'héritage des modèles énergétiques. Dans certaines conceptions anciennes, l'instinct est pensé comme une force interne qui s'accumule.
cherche à se décharger et produit le comportement lorsqu'elle atteint une intensité suffisante. Ce modèle peut rendre compte de certains aspects de la motivation, notamment de l'intensité d'une tendance à agir, mais il explique mal la précision, la flexibilité et l'organisation orientée de nombreuses conduites. Il ne suffit pas de dire qu'une énergie pousse l'organisme à agir. Il faut comprendre pourquoi l'action est dirigée vers tel but, comment elle est corrigée en cours de route et comment elle cesse lorsque le résultat est atteint. Le terme d'instinct conserve néanmoins une valeur s'il est utilisé avec prudence. Il permet de rappeler que certains comportements ne peuvent pas être expliqués uniquement par l'apprentissage individuel ou par les habitudes culturelles. Il souligne l'existence de dispositions comportementales enracinées dans l'histoire biologique des espèces. Mais il doit être clarifié et reformulé. Plutôt que de parler de l'instinct comme d'une force unique ou d'un programme rigide, il est plus précis de parler de systèmes comportementaux biologiquement fondés, organisés autour de fonctions spécifiques, activés par certaines conditions et modulés par l'expérience. La nécessité de dépasser les conceptions anciennes. Le dépassement des conceptions anciennes de l'instinct est nécessaire parce que celles-ci tendent à réduire la complexité du comportement. Deux modèles ont particulièrement marqué les explications traditionnelles, le modèle réflexologique et le modèle pulsionnel. Le modèle réflexologique conçoit le comportement comme une réponse à un stimulus. Un signal extérieur déclenche une réaction, selon une séquence relativement fixe. Ce modèle est utile pour comprendre certains mécanismes élémentaires, mais il devient insuffisant dès qu'il s'agit d'expliquer des conduites prolongées, orientées, souples et adaptées à des circonstances changeantes. La recherche d'une personne absente, l'exploration d'un environnement nouveau, la protection d'un petit ou la coordination entre approche et évitement ne peuvent pas être décrites comme de simples réflexes. Ces conduites impliquent une organisation, une sélection d'informations, une persistance dans l'action et une capacité de correction. Le modèle pulsionnel, quant à lui, met l'accent sur une tension interne qui pousserait l'organisme à agir jusqu'à réduction de cette tension. Il a l'intérêt de reconnaître le rôle de la motivation interne, mais il tente à expliquer le comportement à partir d'une logique de décharge. Or, de nombreuses conduites ne visent pas seulement la diminution d'un état interne désagréable. Elles visent aussi l'obtention d'un état relationnel, spatial ou fonctionnel particulier. Par exemple, retrouver une proximité, maintenir une distance, atteindre un objet, éviter un danger, obtenir une réponse, restaurer une sécurité. La réduction de tension peut accompagner la réussite de l'action, mais elle n'en constitue pas nécessairement l'explication principale. Ces conceptions anciennes ont aussi pour limite de séparer trop fortement l'organisme et l'environnement. Dans une perspective plus moderne, le comportement se construit à l'interface des deux. L'organisme possède des dispositions à percevoir certains signaux, comme pertinents, et à organiser certaines réponses. L'environnement fournit les conditions qui activent, modulent, facilitent ou inhibent ces réponses. Le comportement n'est donc ni entièrement imposé de l'intérieur, ni entièrement déclenché de l'extérieur. Il est une régulation active entre un état interne, des informations environnementales et un résultat à atteindre. Il est également nécessaire de dépasser l'idée selon laquelle les comportements instinctifs seraient nécessairement primitifs ou inférieurs. Chez l'humain, certaines conduites biologiquement fondées sont hautement complexes,
notamment celles qui concernent les relations sociales précoces. Elle mobilise la perception des visages, des voix, des distances, des expressions émotionnelles, des rythmes d'interaction et des réponses d'autrui. Elles ne sont pas moins importantes parce qu'elles sont précoces. Au contraire, elles constituent souvent la base sur laquelle s'organisent des formes plus élaborées de relations, de régulations affectives et d'autonomie. Le dépassement des anciennes conceptions impose donc de substituer à la notion vague d'instinct une théorie des systèmes comportementaux. Un système comportemental est une organisation relativement stable de conduite, susceptible d'être activée dans certaines conditions, orientée vers un résultat, corrigée par les informations reçues et coordonnée avec d'autres systèmes. Cette notion permet de penser simultanément la base biologique, la fonction, la souplesse, le développement et la régulation. Elles permettent aussi de mieux comprendre pourquoi certaines conduites persistent malgré les obstacles. Lorsqu'un système est activé, il peut maintenir l'action tant que le but n'est pas atteint. Un jeune organisme qui cherche la proximité d'un adulte protecteur ne se contente pas de produire une réaction ponctuelle. Il peut crier, pleurer, se déplacer, s'agripper, regarder, appeler ou suivre le parent protecteur qu'il recherche. Ces conduites différentes peuvent appartenir à un même système parce qu'elles concourent à un même résultat fonctionnel. La diversité des moyens ne contredit donc pas l'unité du système. Enfin, dépasser les conceptions anciennes permet d'intégrer la dimension développementale. Un comportement instinctif ne se présente pas toujours sous sa forme achevée dès le début de la vie. Il peut apparaître sous forme de réponse partielle, puis se différencier, se coordonner et s'organiser progressivement. Des conduites initialement peu sélectives peuvent devenir orientées vers des figures spécifiques. Des réponses simples peuvent devenir des stratégies relationnelles. Des systèmes d'abord dépendants de signaux immédiats peuvent s'intégrer à des représentations, des attentes et des anticipations. L'enjeu théorique. Comprendre des conduites biologiquement fondées sans les réduire à des réflexes mécaniques. L'enjeu théorique principal est de construire un modèle capable de reconnaître l'enracinement biologique de certaines conduites tout en respectant leur complexité. Il s'agit d'éviter deux erreurs symétriques. La première consisterait à réduire le comportement à un mécanisme automatique, déterminé par des stimuli ou par une programmation innée, rigide. La seconde consisterait à ignorer la base biologique des conduites et à les expliquer uniquement par l'apprentissage, la culture ou l'histoire individuelle. Une conduite biologiquement fondée n'est pas nécessairement mécanique. Elle peut être souple, sélective, orientée et adaptable. La biologie ne s'oppose pas à la complexité. Elle en fournit souvent les conditions. Les systèmes vivants ne se contentent pas de réagir. Ils régulent leurs actions, comparent des états, corrigent des écarts, utilisent des informations et modifient leur conduite en fonction des résultats obtenus. Cette perspective permet de penser le comportement instinctif comme une organisation active plutôt que comme une réaction passive. Le modèle des systèmes de régulation est ici essentiel. Un comportement peut être orienté vers un but sans que ce but soit consciemment représenté. Un nourrisson ou un jeune enfant peut rechercher une proximité, protester contre une séparation ou s'apaiser au contact d'une figure familière sans formuler mentalement une intention explicite. Le comportement est néanmoins organisé. Il tend vers un résultat identifiable. Restaurer le contact, réduire la distance, obtenir une réponse, retrouver la sécurité.
Cette orientation fonctionnelle ne suppose pas une intention consciente, mais elle ne se réduit pas non plus à un réflexe. Cette distinction est théoriquement décisive. Elle permet de comprendre des conduites préverbales, émotionnelles et relationnelles sans les disqualifier comme simples réactions. Dans les premières années de la vie, une grande partie de l'organisation psychique s'exprime dans des conduites observables. Orientation du regard, pleurs, agrippement, évitement, rapprochement, sourire, protestation, recherche, exploration. Ces conduites ne sont pas de simples manifestations superficielles. Elles constituent des indices centraux de l'organisation des systèmes comportementaux et affectifs. Comprendre ces conduites exige aussi de distinguer la cause immédiate et la fonction. La cause immédiate concerne les conditions qui déclenchent le comportement. Fatigue, peur, faim, absence d'une figure, présence d'un étranger, douleur, nouveauté. La fonction concerne ce que le comportement permet habituellement d'obtenir ou de préserver. Protection, proximité, alimentation, sécurité, exploration, reproduction, cohésion sociale. Une même conduite peut donc être analysée à plusieurs niveaux. Les pleurs, par exemple, peuvent être déclenchés par un état de détresse. Ils ont aussi une fonction de signal adressé à l'environnement humain. Un autre enjeu théorique est l'articulation des systèmes entre eux. Les conduites instinctives ne fonctionnent pas isolément. L'exploration, la fuite, l'agression, l'alimentation, le soin et l'attachement peuvent se renforcer, s'inhiber ou entrer en conflit. Un environnement sécurisant favorise l'exploration. Un signal de danger peut l'interrompre et activer la recherche de protection. Une figure protectrice disponible peut permettre le retour au calme. Son absence peut prolonger ou intensifier l'activation du système d'attachement. La compréhension du comportement exige donc une théorie de la coordination et de la hiérarchie des systèmes. Cette approche transforme également la compréhension de la motivation. La motivation n'est pas seulement une poussée interne, elle correspond à l'état d'activation d'un système orienté vers un certain résultat. Elle dépend de seuils, de signaux, d'expériences passées, d'attentes et de conditions présentes. Elle peut être intense sans être désorganisée, ou au contraire devenir désorganisée lorsque les conditions nécessaires à sa terminaison font défaut. Ainsi, un système comportemental activé sans possibilité d'atteindre son but peut produire des conduites de protestation, de détresse, de retrait ou de défense. L'enjeu théorique est donc de penser ensemble l'inné et l'acquis, l'interne et l'externe, l'émotion et l'action, l'individu et l'environnement, la fonction biologique et l'histoire développementale. Le comportement instinctif devient alors une catégorie permettant d'analyser les conduites fondamentales de l'organisme vivant sans les simplifier. Enjeux cliniques et développemental. Comprendre comment certains systèmes comportementaux organisent les relations précoces. L'enjeu clinique et développemental est particulièrement important lorsque les systèmes comportementaux concernent les relations précoces. Le jeune enfant humain naît dans un état de dépendance prolongée. Sa survie, sa régulation physiologique, sa sécurité émotionnelle et son développement dépendent largement de la disponibilité d'adultes protecteurs. Dans ce contexte, les conduites de proximité, d'appel, de contact, d'orientation vers une figure familière et de protestation lors de la séparation ne sont pas accessoires. Elles appartiennent à des systèmes fondamentaux d'organisation de la relation. Ces systèmes précoces ont une fonction immédiate: obtenir ou maintenir la proximité
d'une figure capable de protéger, de nourrir, de rassurer et de réguler. Mais leur portée dépasse la situation immédiate. À travers les expériences répétées de réponse ou de non-réponse, de disponibilité ou d'indisponibilité, de sécurité ou d'imprévisibilité, l'enfant construit progressivement des attentes sur lui-même, sur autrui et sur la relation. Les conduites instinctives précoces contribuent ainsi à la formation de schèmes relationnels plus durables. Le système d'attachement illustre ce point de manière centrale. Il s'active particulièrement dans les situations de vulnérabilité. La fatigue, la maladie, la douleur, la peur, l'environnement inconnu, l'éloignement de la figure protectrice, la présence d'étrangers ou une menace perçue. Lorsque la figure est accessible et répond de façon adéquate, l'activation peut diminuer. L'enfant retrouve un état de sécurité suffisante et peut reprendre d'autres activités, notamment l'exploration. Lorsque la figure d'attachement est absente, imprévisible, rejetante ou effrayante, le système peut rester activé, s'intensifier, se désorganiser ou être inhibé défensivement. La clinique du développement ne peut donc pas se limiter aux symptômes isolés. Elle doit examiner l'organisation des systèmes comportementaux dans les relations réelles. Une conduite de dépendance, d'évitement, de colère, de retrait ou d'angoisse ne prend pleinement sens qu'en fonction du système activé, du but recherché, des réponses de l'environnement et de l'histoire relationnelle. Un enfant qui s'agrippe, qui pleure, qui évite le regard, qui refuse le contact ou qui semble indifférent peut exprimer des organisations très différentes selon le contexte. L'analyse doit porter sur les conditions d'activation, les moyens utilisés, les possibilités d'apaisement et la cohérence globale de la conduite. L'enjeu développemental concerne aussi la coordination entre attachement et exploration. L'autonomie ne se développe pas contre la sécurité, mais à partir d'une sécurité suffisante. Lorsque la figure protectrice est disponible, l'enfant peut s'éloigner, explorer, manipuler, apprendre et revenir en cas d'alarme. Lorsque la sécurité est compromise, l'exploration diminue et la recherche de proximité augmente. Ainsi, les systèmes relationnels précoces ne favorisent pas seulement la protection immédiate, ils organisent les conditions mêmes du développement cognitif, du développement moteur, affectif et social. Les perturbations précoces peuvent avoir des effets durables parce qu'elles modifient les conditions habituelles d'activation et de terminaison des systèmes. Une séparation prolongée, une réponse incohérente, une indisponibilité répétée ou une expérience effrayante peuvent entraîner une hyperactivation, une inhibition défensive ou une désorganisation des conduites relationnelles. Ces réponses peuvent avoir une valeur adaptative dans le contexte où elles apparaissent, mais devenir coûteuses lorsqu'elles se généralisent à d'autres relations ou à d'autres étapes du développement. L'analyse clinique doit donc distinguer plusieurs niveaux. Au niveau comportemental, elle observe les conduites concrètes, les pleurs, les appels, les approches, les évitements, les agrippements, l'exploration, le retrait. Au niveau émotionnel, elle examine la peur, la colère, la détresse, l'apaisement ou l'absence apparente d'affect. Au niveau relationnel, elle étudie la disponibilité de la figure, la qualité de la réponse, la prévisibilité et la sécurité. Au niveau développemental, elle considère l'âge, la maturation, les expériences répétées et la stabilité des schèmes. Au niveau psychopathologique, elle s'interroge sur les effets possibles de l'activation chronique, de l'échec répété ou de l'inhibition défensive. Cet enjeu conduit à une conception des relations précoces comme organisatrices. Les premières relations ne sont pas seulement un décor affectif dans lequel le développement se déroule.
Elles constituent un milieu régulateur au sein duquel certains systèmes comportementaux se structurent. La réponse de l'environnement humain participe à la forme prise par les conduites de l'enfant. Elles influencent la confiance, l'attente de protection, la capacité d'exploration, la tolérance à la séparation, la régulation émotionnelle et les modes ultérieurs de relation. Ainsi, l'étude du comportement instinctif ne relève pas seulement de la biologie du comportement. Elle permet d'éclairer la formation des liens, l'organisation de la sécurité, les effets des séparations, les défenses relationnelles et les trajectoires développementales. Elle fournit un cadre pour comprendre comment des conduites biologiquement préparées deviennent, dans l'histoire individuelle, des formes particulières de relation à autrui. Vous venez d'écouter un podcast consacré au comportement instinctif. D'autres podcasts sur ce sujet suivront à la suite de celui-ci.